Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Eh bien, il semblerait qu'il ne fait plus bon d'être très riche et marié. Parce qu'en 2009, c'était Jeff Bezos et son épouse Mackenzie Scott qui avaient annoncé leur divorce. Hier, c'est Bill et Melinda Gates qui ont décidé de se séparer après 27 ans de mariage et près de 20 ans à la tête de la plus puissante fondation au monde, la Bill and Melinda Gates Foundation. Alors, c'est une institution qui, en près de 20 ans d'existence, a fait don de plus de 56 milliards de dollars. C'est normal parce que Bill Gates et son épouse, dont la fortune finance presque aux 2/3 cette fondation. Bill Gates, au dernier classement Forbes, il est en 4e position, derrière Jeff Bezos, Elon Musk et Bernard Arnault, mais juste devant Mark Zuckerberg. La fortune de Bill Gates est estimée à environ 130 milliards de dollars. Tu sais combien ça fait en francs CFA? J'ai juste peur de ce que ça fait un peu plus de 70 000 milliards de francs CFA. Et donc, ils ont décidé, ils ont annoncé officiellement au cours d'un communiqué qu'ils allaient continuer, évidemment, à collaborer ensemble au sein de cette fondation, mais qu'ils n'allaient plus évoluer ensemble en tant que couple. Ils sont mariés, comme je l'ai dit, depuis plus de 27 ans. Ils ont 3 enfants. Bill Gates est âgé de 65 ans et sa femme de 56 ans. Ils se sont rencontrés en 1987 au cours d'un dîner organisé dans le cadre d'une fête organisée par Microsoft. À l'époque, Melinda venait d'être engagée comme cadre au sein de l'entreprise. Et puis, après plusieurs années ensemble, ils avaient décidé, en 1994... Donc, il a dragué une fille qui travaillait avec lui. Oui, bien sûr. Pourquoi on dit que c'est interdit au Gabon? Interdit comment? Pourquoi on dit que c'est interdit en Occident de sortir avec ta collaboratrice? Parce qu'il est difficile de faire la différence entre le fait qu'il y ait véritablement un amour qui soit dénué de tout intérêt et soit une espèce de harcèlement, surtout de la part de l'homme. Donc, comme c'est souvent difficile à mettre en évidence où c'est l'amour ou c'est le harcèlement, qu'on préfère prévenir en interdisant carrément toute relation entre un homme et une femme au sein d'une même entreprise. Et puis aussi, c'est pour éviter les délais d'initiés. Les délais d'initiés ou des conflits d'intérêts. Ça, évidemment, ça constitue de graves délits sur le plan juridique en France et en Europe, dans la plupart des grands pays industrialisés. Mais évidemment, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a épousé Melinda en 1994, en 1996, celle-ci a démissionné pour se consacrer aux côtés de son mari, justement, à faire fonctionner la fondation Bill and Melinda Gates. Comme je l'ai dit, c'est la plus puissante fondation philanthropique au monde. En 20 ans, elle a distribué un peu plus de 56 milliards de dollars en termes de dons. Et rien que pour la lutte contre la Covid-19, elle a déjà distribué un peu plus d'1 milliard de dollars. C'est ce qui fait que, justement, beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux, on voit souvent régulièrement des vidéos ou des posts qui accusent Bill Gates d'être dans le cadre des théories du complot, disant que Bill Gates fait partie des puissants qui organisent ou qui ont fait apparaître cette maladie, et donc il est parmi les personnalités qui tirent profit évidemment de cette situation. Alors libre à ces théoriciens de penser ce qu'ils veulent, mais ce qui est clair, c'est que, évidemment, comme je le disais, ce divorce-là avait suscité beaucoup d'interrogations, notamment sur l'avenir de cette fondation-là, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Bill Gates, en 2014, avait quitté définitivement la Microsoft et également le fonds d'investissement qui est dirigé par Warren Buffett, parce qu'il faut savoir que dans la fondation Bill and Melinda Gates, hormis monsieur et madame Gates, il y a également Warren Buffett, qui est la 8e fortune du monde, qui est également coprésident de la fondation Bill and Melinda Gates. Et il faut savoir que il avait transféré déjà pour près de 35 milliards de dollars d'actions au sein de la fondation, et il a également quitté l'ensemble des organes de direction de Microsoft, mais il garde néanmoins la valeur d'1% des actions de Microsoft. Donc c'est quelqu'un avec son épouse qui, depuis plusieurs années, ne s'investissent
que essentiellement pour le fonctionnement de cette fondation, comme je l'ai dit, qui est extrêmement influente, qui est extrêmement puissante, qui travaille notamment aux côtés des États, hein, notamment parce qu'il faut savoir que l'une des missions que se sont données les Monsieur et Melinda Gates en créant cette fondation, c'est de lutter contre la pauvreté et également de lutter contre les maladies. Et donc, ils participent au financement de programmes sanitaires, notamment dans les pays du tiers-monde. Ils financent aussi des programmes de recherche contre soit des maladies qui font des ravages aujourd'hui, et surtout aussi, ils financent également des programmes de recherche en matière de vaccins, et ils ont donc participé à ce titre au financement de vaccins contre la COVID-19. C'est donc, évidemment, comme je le disais, un des couples les plus influents de ce siècle qui vient de se séparer, mais je doute fort que, évidemment, il reste célibataire très longtemps, parce que si on se fie à ce qui se passe avec Jeff Bezos et Mackenzie, eh ben Mackenzie a annoncé en février dernier qu'elle devait se remarier au courant de cette année, et Jeff Bezos, on le sait, on sait que l'une des raisons pour lesquelles il avait divorcé, c'est parce qu'il entretenait une relation extra-conjugale, et aujourd'hui, il a officialisé également cette relation-là. Et donc, tout va pour le mieux et pour le meilleur du monde. Lorsqu'on est hyper riche, on peut divorcer rapidement et immédiatement se remettre quand on est pauvre, hein. J'en parle. Mais même quand on est pauvre. C'est un peu plus difficile quand on est pauvre. Quand on est riche, quand on est très très riche en plus, alors je veux dire que les prétendants, soit au concubinage, soit au mariage, ne manquent pas. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il est particulièrement... Est-ce que c'est pas parce qu'ils savent déjà à quoi s'attendre? Qui ça? Les couples aussi riches que Bill Gates, Jeff Bezos. Non, mais c'est la raison pour laquelle... Est-ce qu'ils ne signent pas des contrats de mariage? Toujours. Non, quand tu es riche, hein, même tu celui qui dit, te marier, même celui qui dit qu'il aime, c'est l'amour. même celui qui dit qu'il aime par l'amour. Qui aime, oui, Michael Jordan a fait signer à sa épouse avec laquelle ils ont à peu près 19 ans. Ton argent fait fonctionner des industries, des entreprises. Voilà, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Exactement. Et puis un matin, un divorce peut tout bousiller. Tu t'imagines le coût social pour l'État? Mais Mackenzie, elle est devenue la 4e femme la plus riche du monde. Et la 22e fortune mondiale. Mondiale. Maintenant, comment ça va se passer pour Melinda? Alors, Melinda, il est clair qu'ils se sont séparés, mais qu'ils vont conserver, parce qu'il faut savoir que Melinda, l'essentiel de la fortune d'elle et de son mari a été transféré vers cette fondation-là. C'est la raison pour laquelle ils continueront de collaborer ensemble, parce que cette fondation leur appartient à eux deux. Donc l'essentiel, parce qu'il faut bien comprendre que derrière la philanthropie, c'est, si tu veux, la vitrine de la fondation, c'est l'aspect philanthropique. Mais derrière, dans l'arrière-boutique de la fondation Bill et Melinda Gates, on voit des participations donc d'énormes entreprises, des entreprises du CAC 40, des entreprises de la bourse de New York, des entreprises qui sont notamment des laboratoires, de puissants laboratoires qui font de la recherche, comme je l'ai dit, dans des programmes de recherche pour des médicaments extrêmement rares ou difficiles à soigner, ou même encore pour la création de vaccins, ou bien d'autres encore entreprises. Donc, ce qui fait que derrière, la fondation aussi gagne de l'argent à travers ce volet-là, qui ne met pas trop en avant, celui du financement ou des participations dans de grosses entreprises, parce qu'évidemment, on a des entreprises comme Shell, dont la fondation Bill et Melinda Gates ont des actions. Donc, évidemment, donc, tu vois que derrière, également, il y a beaucoup d'argent au sein de cette fondation. L'avantage pour la fondation aux États-Unis, c'est que l'ensemble des offres pour lesquelles vous financez, on vous défiscalise ça. Donc, on vous retire, vous payez moins d'impôts, plus vous participez à des offres philanthropiques. C'est la raison pour laquelle toutes les grandes fortunes américaines ont des fondations. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a atteint un certain niveau de richesse, et donc lorsque le fisc va commencer à vous demander de payer de plus en plus d'argent, et donc pour essayer de parer au fait que l'on doive payer beaucoup d'argent, on crée une fondation et on finance des œuvres caritatives. Comme ça, derrière, cet argent que l'on dépense, on récupère ça en termes de crédit d'impôt. Donc, évidemment, Bill et Melinda Gates vont continuer à collaborer dans le cadre de cette fondation. Ils l'ont dit. Et donc, chacun va continuer à conserver, évidemment, son pouvoir avec tous les avantages financiers que cela confère. Mais pour le reste, en tant que couple, tout s'est terminé. Chacun Moi, je trouve que va repartir de son ces côté. divorces de riches là ont un impact positif, dans le nombre de riches qui existent dans le monde, parce que ça multiplie le nombre de riches.
À l'époque, Mais c'était ils sont- Jeff ils- Bezos qui était riche. Oui. Maintenant, avec son divorce, il a ajouté un nouveau riche. Ah, dans- mais sur elle Terre. était déjà riche, mais peut-être pas à ce niveau. Non, elle était riche grâce à son mari. Parce Bon, qu'elle elle- était. c'est vrai que- c'est Quand vrai on que- comptait les riches, on ne la On comptait ne pas. la comptait pas. On disait Voilà. Jeff Bezos. Voilà. Tu vois. Oui. Mais Maintenant, elle avait des participations dans Amazon. Amazon. Et en divorçant en 2019, eh ben, qu'est-ce qu'il y a eu comme arrangement? Eh ben, on a donné 56 milliards de dollars. Jeff Bezos a donné 56 milliards de dollars à son ex-femme, en échange de quoi il a récupéré la totalité de ses actions dans Amazon, y compris son droit de vote en tant qu'actionnaire, l'un des actionnaires majoritaires. Et en plus, il a aussi récupéré toutes ses actions dans le Washington Post et dans Blue Origin, cette entreprise qui œuvre aussi un peu qui veut faire la même chose que Elon Musk avec SpaceX, donc créer des lanceurs qui pourraient, dans des années à venir, permettre de développer le tourisme spatial. Parce que c'est ce vers quoi on tend déjà, c'est-à-dire permettre à des individus lambda, très fortunés bien entendu, de faire le voyage dans l'espace. Donc, oui, Jean-Paul, pour faire la transition avec la date d'hier, qui était la journée internationale de la liberté de la presse, la majorité des richissimes dans le monde sont actionnaires dans les organes de presse. oui, parce que on connaît, tu sais qu'on dit souvent que on dit souvent que la communication, c'est l'un des piliers majeurs de la démocratie. Donc, si vous possédez des organes de presse, vous pouvez jouer sur votre image et donc vous pouvez essayer de polir votre image devant les opinions publiques. Et puis, ça, c'est la première chose. Et puis, ils ont profité du fait que les journaux d'eux-mêmes ne se sont pas accaparés de la transition numérique. Lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis, ils sont restés pour la plupart figés sur les anciens formats, notamment le format papier. Ils avaient toujours des styles, des moyens, des techniques marketing qui étaient obsolètes et qui ne s'adaptaient plus dans l'univers qui est dominé par le virtuel et le numérique aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui a expliqué que à la fin des années 90 et au début des années 2000, la plupart des grands journaux, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, étaient soit en train de faire faillite ou avaient carrément fait faillite. Et c'est là où, évidemment, ces nouvelles fortunes-là, qui se sont bâties justement grâce au numérique, la plupart de ces nouveaux riches-là, ont rapidement mis la main, pour ce qui concerne les États-Unis, sur la plupart des grands journaux. En Europe, plutôt, ce sont des capitaines d'industrie comme les Dassault et autres qui ont également, et comme M. Bolloré, qui ont exactement fait la même chose, même Bernard Arnault, c'est-à-dire qui se sont accaparés la plupart des grands journaux aussi en France. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, selon certains analystes, expliquent que, évidemment, tout ça, c'est pour essayer de contrôler l'opinion publique et souvent lui faire croire ce que l'on veut et permettre ainsi... Mais donc, pourquoi chanter à tout va la liberté de la presse quand on sait qui sont derrière ces organes et comment ils influencent ces organes? Parce que malheureusement, les journalistes aujourd'hui ont perdu une bataille, c'est la bataille de la finance, parce qu'ils se sont uniquement consacrés en disant que si on se consacre uniquement au journalisme, l'organe pourra vivre de lui-même. Or, aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Il faut de véritables moyens, des programmes de financement qu'on doit mettre en place pour faire vivre ces journaux-là. Et comme ils n'avaient pas, évidemment, développé ce volet-là, très vite, ils se sont retrouvés en difficulté sur le plan financier. Et c'est là où, évidemment, d'autres, des capitaines d'industrie ont récupéré. Maintenant, il y a deux types de repreneurs. Tu as des repreneurs comme Jeff Bezos, qui ont repris le Washington Post et qui lui ont donné sa liberté éditoriale. Jean-Paul, tu as suivi Panama Papers. On leur a donné la liberté, mais dans la liberté de rédaction, mais ils gardent la main au niveau du financement. Parce qu'il sait que pour qu'un journal se vende très bien, il faut qu'il soit crédible. Et pour qu'il soit crédible, il faut que les journalistes qui y travaillent donnent le sentiment qu'ils travaillent toujours en totale liberté. Maintenant, il y a d'autres chefs d'industrie qui, eux, au contraire, imposent leur vision ou leur ligne éditorialiste à certains journaux. On l'a vu aux États-Unis. La plupart des journaux qui ont soutenu Donald Trump, lorsqu'on regarde derrière, ce sont des milliardaires qui, en contrepartie, ont reçu d'énormes crédits d'impôt une fois Donald Trump arrivé au pouvoir. On l'a vu avec Fox News, avec Rupert Murdoch, on l'a vu aussi avec plein d'autres magazines. Donc, vous avez des journaux qui sont partisans parce que les propriétaires, évidemment, au gré de leurs intérêts,
font, si tu veux, fonctionner leurs journaux en tenant compte de cela. Et il y a d'autres, par contre, qui ont une vision vraiment purement, qui ont une vision à long terme et en termes de notoriété, parce qu'ils savent que ce qui fait vendre un journal, c'est la notoriété, donc le degré de confiance que les lecteurs ont sur le contenu éditorial. Et donc, à ce sujet-là, il y a d'autres qui préfèrent laisser la liberté, la liberté éditoriale et se consacrer uniquement à faire fonctionner le magazine pour lui permettre de vivre, pour garantir la pérennité de ce journal-là sur le très long terme. D'accord. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM pour l'actualité internationale. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.